Les monuments et bâtiments historiques de la ville de Grand-Bassam seront bientôt réhabilités. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de lancer officiellement les travaux. Ce vendredi, dans le district d'Abidjan, c'est la traque aux mauvais conducteurs. La police nationale entend ainsi remettre de l'ordre sur les routes. Escale au Burkina Faso, où la situation est toujours confuse au lendemain d'une journée de protestation contre la révision de la Constitution. Voilà pour les grands titres de ce 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Sachez à l'entame de cette édition que le troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a démarré ce 31 octobre et va s'achever le 3 novembre prochain. Cette campagne concerne tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. Le Conseil économique et social regroupe en son sein tous les secteurs d'activité. Du domaine de la santé en passant par les artisans jusqu'au secteur privé, toutes les couches socio-professionnelles y sont représentées. Le Conseil économique et social a pour but premier de concourir au développement économique et social du pays. Suivons dans cet élément le premier vice-président du Conseil économique et social, Yadé Tiemoko Koulibaly, qui nous en dit plus sur l'institution. Le Conseil économique et social a une mission officielle, celle d'être très proche du gouvernement, du président de la République, pour lui apporter des avis sur l'ensemble des grandes questions qui intéressent la vie de la nation ivoirienne. Donc, tous les débats qu'on court pour remettre notre pays dans le droit chemin de développement, toutes ces questions-là nous intéressent et nous sommes appelés à donner notre avis au président de la République pour que, éventuellement, il en tienne compte pour orienter les décisions politiques à venir. En bref et en images, ce vendredi débute dans le district d'Abidjan la chasse à tous les automobilistes indisciplinés. La traque menée en partie par la police nationale vise à remettre de l'ordre sur les routes. Une opération à laquelle souscrit entièrement le président de la coordination nationale des gares routières. Touré Adama a appelé tous les transporteurs à abandonner ces comportements répréhensibles au risque d'être confrontés à la rigueur de la loi. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle a organisé ce 30 octobre à son siège les premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. L'idée est de faire la promotion des ouvrages universitaires édités par des enseignants ivoiriens et les adapter à l'ère du numérique. On fait le point avec Félix Amani et Serge Gongoma. Journée du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Mettons le livre technique et professionnel au cœur de la formation. C'est le thème de ces journées. Des journées initiées par le CIDFOR, c'est-à-dire le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle et qui vise deux objectifs majeurs. Il s'agit en premier lieu de promouvoir la production de livres sur les cours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et en second lieu de les transcrire en données numériques. Des objectifs qui bénéficient du soutien du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Ces journées-là, on les prépare, je vais vous dire, depuis pratiquement 2007. Pour nous, c'est un des éléments majeurs de la réforme de la formation professionnelle. Mettre à la disposition des jeunes, nos jeunes frères et sœurs, des livres techniques, des livres d'enseignement technique, des livres d'enseignement professionnel et pourquoi pas des livres de l'enseignement général tout court. Et c'est ce pari-là que nous avons réalisé. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux parce que cet objectif a été atteint. Plusieurs éditeurs ont pris part à ces journées. Les lauréats du concours 2014 de meilleure publication sur l'enseignement technique et de la formation professionnelle reçu des récompenses. Les pionniers de ces publications n'ont pas été oubliés. Ils ont été honorés avec des trophées. Un sentiment de joie et de fierté, surtout pour mes collaborateurs qui font le travail, comme je l'ai dit, au quotidien, à mes côtés. Moi, je ne fais que définir les stratégies et puis eux, ils font le travail au quotidien. L'initiative du CIDFOR est bien appréciée par les étudiants. Le livre est plus stable par rapport aux manuscrits parce que les manuscrits peuvent être photocopiés ou falsifiés. Les livres, nous avons l'obligation de les acheter dans les librairies. Donc cela
nous apporte une certaine garantie. Ces journées promotionnelles de production de livres sur les cours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont enregistré la présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, et du conseiller spécial du président de la République, Albert Flendé. Elles prendront fin le vendredi 30 octobre. La 6e semaine internationale des sourds se tient en ce moment à Abidjan. L'initiative de l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire vise à permettre une plus grande intégration dans la société de ces personnes handicapées de l'ouïe. On retrouve la paire Félix Amani et Serge Gongoma. 6e édition de la Semaine internationale des sourds. À travers cette célébration, l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, ANASOC, entend faire accepter les sourds dans la société et leur permet de jouer pleinement leur rôle. La 6e édition de la Semaine internationale des sourds, c'est une cérémonie très importante pour lui. Il est très content parce que chaque année, la Fédération mondiale des sourds donne un thème sur les différentes possibilités de pouvoir intégrer les sourds dans le milieu social, sensibiliser la communauté, faire des plaidoyers pour que le monde entier puisse connaître la situation des sourds. Rétablir les sourds dans leurs droits et transcender définitivement la barrière du langage. Des moyens par lesquels les parents veulent aider les enfants à surmonter leur handicap. Si nous-mêmes nous ne pouvons pas les canaliser, ça veut dire que l'État alors ne fera rien. C'est comme ça qu'il répercute cela au niveau de la société ivoirienne. Donc aujourd'hui, je veux dire que nous prenons le poids de la bête, nous commençons à comprendre leur réalité. En fait, si nous pouvons leur donner l'éducation qu'il faut, si nous pouvons leur accorder l'amour nécessaire dont ils ont besoin, c'est sûr qu'intégrés au sein des familles, ils pourront faire cette intégration au niveau national et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Prôner l'unité dans les associations des sourds et faciliter leur intégration professionnelle. Ce sont entre autres les mesures prises par le gouvernement. Les sourds même doivent faire leur promotion. Le fait même de se mettre déjà ensemble pour promouvoir déjà, c'est déjà important. Et avec l'appui du gouvernement, on peut les aider à pouvoir se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire le droit au travail pour les sourds, c'est important. L'Institut national d'hygiène publique a mis à profit cette célébration pour sensibiliser les sourds sur la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'organisation panafricaine FAMU et l'Alliance ivoirienne pour refonder la gouvernance initie un forum sur la justice transitionnelle. Cette plateforme d'échange entre les acteurs de la société civile, les activistes des droits de l'homme et les avocats vise à trouver des mécanismes propres à l'Afrique qui permettront d'aboutir à la justice et à la réconciliation. Kader Ouattara, Abou Sanogo. Analyser et identifier l'origine des crises survenues dans certains pays africains. Mettre en place des mécanismes de justice afrocentriques, c'est-à-dire propres à l'Afrique, sans se référer aux mécanismes occidentaux. Apporter une contribution au processus de réconciliation et œuvrer à la bonne gouvernance dans les pays qui ont connu la guerre. Ce sont là les objectifs de ce forum. Durant 3 jours donc, les participants venus du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire vont aborder les questions relatives à la justice et à la réconciliation en vue d'appréhender le dialogue sur la justice transitionnelle. Et ce, sur les thèmes vers une autonomie de la justice transitionnelle en Afrique. Nous avons organisé cet atelier en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays assez influent dans la sous-région, mais aussi qui a connu des moments difficiles. Durant les 3 jours, les participants vont essayer de dialoguer, échanger, mais aussi de trouver les moyens d'amener des solutions aux problèmes africains, mais aussi de le faire à l'africaine. La combinaison de la justice traditionnelle et des mécanismes complémentaires pour aboutir à la réconciliation est essentielle. Il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice non plus. On ne peut pas arriver au pardon tant que les victimes, leur sort n'est pas réglé. Le forum est conjointement initié par l'organisation panafricaine FAMU de justice sociale et l'Alliance ivoirienne pour refonder la gouvernance en Afrique. Les travaux débutés ce mercredi prennent fin vendredi. Des forums similaires ont déjà été organisés au Kenya, en Ouganda et au Mali durant cette année 2014.
Et vous le savez certainement, la ville de Grand Bassam est inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO depuis 2012. À Grand Bassam, les monuments et bâtiments historiques se font vieillissants. Une situation qui a conduit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à lancer les travaux de préservation et de restauration des atouts historiques de cette ville. On fait le point avec Hugues Veblé. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan donne le top départ du vaste chantier de sauvegarde de la ville historique de Grand Bassam. Le premier monument de la première capitale de la Côte d'Ivoire a bénéficié de la cure de jouvence et l'ancien palais de justice. L'UNESCO apprécie. Les travaux qui seront faits constitueront sans aucun doute un atout majeur lors de l'évaluation en 2015 pour le maintien ou non de la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les engagements pris par la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'inscription de la ville de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO seront tenus. Le ministre de la Culture l'a souligné à nouveau. Une fois entamés, les travaux de restauration et de valorisation de la ville historique monteront progressivement en puissance. Une fois restaurée, la ville historique de Grand Bassam sera une des destinations touristiques les plus célèbres à l'échelle internationale. Pour rallier le maximum de personnes et de structures à la cause de la ville historique de Grand Bassam, un comité des ambassadeurs existe désormais. Bernard Bélin-Dadier, Paté O, Mewe et tous ceux qui le composent sont un soutien pour le gouvernement dans la mobilisation des moyens de promotion et de restauration du site culturel. Pour le Premier ministre, ils ont besoin d'être soutenus. Nous nous devons de protéger plus que jamais la ville historique de Grand Bassam pour que se perpétue cette expérience culturelle unique dans notre pays. C'est pourquoi il nous faut dénoncer toute atteinte contre ce bien patrimonial. Il nous faut tous tirer ce site culturel vers le haut pour en faire une vitrine de la richesse et la diversité culturelle de notre pays. C'est également une responsabilité de mémoire pour la première capitale de la Côte d'Ivoire. La ville historique de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2012. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, la mairie de Grand Bassam, l'association des maires francophones et bon nombre de partenaires unissent leurs efforts pour sa sauvegarde, sa restauration et sa valorisation. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est une accalmie apparente qui règne au Burkina Faso après une journée de heurts à Ouagadougou et dans plusieurs autres villes. Le président Blaise Compaoré est apparu hier sur la chaîne nationale pour annoncer qu'il est toujours le président de la République. Il se dit par ailleurs ouvert aux négociations avec l'opposition. De l'espoir à l'horizon dans la lutte contre le virus Ebola, ce vendredi 31 octobre, la Suisse va procéder aux premiers essais cliniques d'un vaccin sur l'homme. La phase expérimentale concerne un échantillon de 100 personnes âgées de 18 à 65 ans. Les essais vont par la suite s'étendre à l'Afrique de l'Ouest où les sujets expérimentaux ont déjà été identifiés. On termine avec le 20e Salon du chocolat qui se tient en France du 29 octobre au 2 novembre prochain. Le chocolat sous toutes ses formes se déguste et s'expose sur un espace de plus de 20 000 mètres carrés. Regardez. Il nous fait tomber à la renverse, ce chocolat. À Paris, le Salon du chocolat bat son plein, un rendez-vous incontournable pour les gourmands, les gourmets, mais aussi pour les professionnels. 220 exposants et 20 000 mètres carrés dédiés au chocolat, rien qu'au chocolat. Ça a très bien commencé, on va dire. Il y avait énormément de monde. Il faut dire que c'est une édition spéciale, c'est le 20e anniversaire. Mais donc on attend un salon très positif. Ici, le chocolat se transforme, mais cette tour Eiffel n'existerait pas sans sa matière première, la fève. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de fèves de cacao dans le monde. D'ailleurs, la première dame de ce pays d'Afrique de l'Ouest était présente à l'ouverture du salon. Elle en a profité pour rappeler la détermination de son pays à éliminer le travail des enfants dans les plantations. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes déterminés à lutter jusqu'à l'élimination totale de ce fléau. Très vite, trop vite oublié, la tribune en faveur des enfants a laissé place au défilé de robes en chocolat. Sur le podium, la présentation du travail de designers du monde entier, maîtres en la matière. Le chocolat titille l'essence, il se mange et il se regarde.
Et moi, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. L'info se poursuit sur les www.rti.sn.